Salut à toi, je suis Patrice Bouillard, le réalisateur de La Révélation des trucs pointus. Mon film précédent a provoqué une guéguerre entre mes gentils fans et les trolls payés par la science officielle. Le film que tu vas voir est l'aboutissement de 20 années de recherches acharnées bénévoles. Lors des projections tests, on m'a dit que les extraterrestres étaient présentés de façon beaucoup trop directe et qu'il fallait la jouer plus subtile pour séduire le grand public. J'ai donc revu entièrement ma copie. Mon informateur secret s'étant fait la malle, je n'ai pas de nouvelles révélations à t'offrir. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs plutôt cool, tu vas voir. Bon film à toi mec. Je me suis toujours posé plein de questions. L'école, ça me faisait tellement suer. On apprenait les mathématiques, le français, la physique, que des trucs qui servent à rien. Moi, j'aurais préféré qu'on cause des mystères des pyramides, des cités d'or, c'est bien plus amusant. Étudier, c'est compliqué et barbant. Alors qu'inventer ses propres réponses, c'est à la portée de n'importe qui. C'est en écoutant Poe en classe que je me suis retrouvé bien des années plus tard à enquêter sur les mystérieux mystères de l'univers. Ce qui a complètement confirmé mes préjugés du monde. Pour toujours. J'ai lu beaucoup de bouquins avant d'aller investiguer sur place. Mais pas des trucs de la science officielle, car les archéologues essaient de nous faire croire qu'il n'y a pas de trésors mystérieux cachés à trouver. C'est pas des marrants les archéologues. Mais pourtant, la précision de tous ces vieux cailloux, c'est trop incroyable. Je suis sûre qu'on pourrait pas le faire avec nos outils ultramodernes de maintenant. Alors je me suis entourée de personnes compétentes, pas des scientifiques dogmatiques bien sûr. Mais des chercheurs de vérité indépendants, comme moi. Maintenant je vais citer René Descartes, parce que ça fait plus sérieux de citer des savants connus. Il faut faire table rase du passé. Méditez là-dessus. Sans transition, partons pour l'île de Pâques. L'île de Pâques, c'est tout petit, perdu au milieu de l'océan Pacifique. C'est vachement loin de tout. En quelques décennies, les habitants de ce trou perdu auraient sculpté près de 1000 statues, qu'on appelle Sceaux des Moai. Récapitulons vite fait l'histoire de l'île, avant d'aborder ses mystères. Le gang des Rapa Nui serait originaire de Ivaoha, situé à environ 3600 km au nord-ouest. Ouais gars, j'ai bien dit 3600 km. Vous pensez vraiment qu'on se tape 3600 km au milieu de l'océan comme ça sans rien préparer? 3600 km, c'est 30 à 50 jours de pirogue. 30 à 50 jours à se nourrir uniquement de poissons, vous y croyez vraiment? Soit ils sont tombés sur l'île de Pâques par hasard, soit ils connaissaient déjà sa position avant de partir. Il n'y a aucune trace de fortification sur l'île. Par contre, on trouve un moai balancé dans l'eau après un tournage de film. C'est une information qu'il était important de donner pour bien comprendre mon enquête. Mais revenons à nos moutons.
Regardez ces gros machins sculptés dans le volcan. Ils pèsent très lourd. Pourquoi s'embêter à sculpter des trucs aussi énormes? C'est étrange. Voilà des moaïs de 16 tonnes. Selon les archéologues, leurs énormes chapeaux ont été hissés comme c'est expliqué sur ce schéma explicatif. Personnellement, j'ai essayé de pousser une de ces pierres, j'ai pas réussi. Alors il y a des scientifiques qui ont fait des expériences pour le transport. Ça a marché pour un moaï de 5 tonnes. Mais impossible de certifier que ça puisse également fonctionner pour ce Big Moai de 80 tonnes. Regardez ce mur, c'est le plus vieux de l'île. Comment ça se fait que les murs plus récents n'utilisent pas de pierres aussi grosses? C'est étrange. Sans doute qu'en fait, c'est pas les Rapa Nui qui n'ont construit cet ancien mur. En plus, ça ressemble incroyablement au mur des Incas. Allez, on file au Pérou. Les temples incas, ils sont top super bien faits. Découpés super droit et tout. Enfin ceux destinés aux temples les trucs pour les élites, parce que les villageois, ils avaient des maisons toutes pourries. Ouais c'est quand même super bizarre, parce qu'il y a des petits blocs sur des gros blocs, comme si que c'était pas les mêmes bonhommes qui avaient posé ces pierres. Comme sur l'île de Pâques, il y a des murs assemblés de façon complexe. Et même que si on compare des murs d'un peu partout dans le monde, il y a plein de trucs qui se ressemblent. C'est trop étrange. Tout ça était tellement étrange que je décidais de partir pour Tiahuanaco. Il y a un joli temple là-bas. Ouais sauf qu'en fait rien de tout ça n'est authentique. Il s'agit en fait d'une reconstitution imaginée par un archéologue qui a fait mumuse avec les blocs trouvés par terre. Voilà comment c'était avant sa restauration en 1892. Heureusement, ce guignol d'archéologue n'a pas touché à Pumapunku, à 1 kilomètre de là. Ces bâtisseurs seraient les ancêtres des Incas. Bon alors j'ai fait un peu de sculpture et techniquement, ça me paraît parfaitement explicable avec les outils de l'époque. Je conseille à Eric de surveiller ses paroles. Notre public veut du sensationnel. Le lendemain, il va sortir son rogosimètre, un gadget qui permet de mesurer la précision des surfaces. Bon là ça a été clairement poli par l'homme, il y a des pétouilles un peu partout. C'est acceptable mais c'est pas extraordinaire non plus. Si on sélectionne soigneusement les blocs en éliminant tous ceux qui sont pas super plats, on obtient des résultats extraordinaires. Ouah la vache 31 653, oh la vache, oh mon Dieu. Les gars qui ont fait ça c'était des tueurs en polissage. Aujourd'hui, pour obtenir ça, il faudrait des super machines super puissantes à base de laser. Vous trouvez ça incroyablement extraordinaire, mais attendez de voir notre prochaine destination. On y trouve 7 grottes entièrement creusées dans de gigantesques blocs de granit. Parmi ces grottes, 2 sont inachevées. L'archéologie officielle nous affirme que ces grottes auraient été réalisées il y a 2300 ans. Tout ça parce qu'il y a des inscriptions gravées à l'entrée le confirmant. C'est ridicule. Les murs de ces grottes sont super méga polis, comme du miroir. Quand on taille le granit, ça émet beaucoup de poussière. Ça devait être trop pénible de travailler ici. Bon, je vais sortir mon rugosimètre. Oh mon Dieu, 560, c'est incroyable, c'est extraordinaire, j'en ai le souffle coupé. Ces surfaces sont quasiment planes comme du verre, je peux voir mon joli reflet dedans. Pour les archéologues, cette grotte inachevée permettrait de comprendre comment elles ont été réalisées. Ouais, j'ai vraiment du mal à imaginer que ce travail puisse un jour arriver à ressembler à celui-là. Ils nous prennent vraiment pour des ânes, ces archéologues.
C'est évident que les parties inachevées ont été réalisées par des gens qui ont voulu imiter le poli réalisé par une civilisation inconnue disparue et qu'ils n'y sont pas parvenus. Le fait que cette grotte soit inachevée est au contraire la preuve que c'était trop compliqué pour les peuples de l'époque de créer un tel chef-d'œuvre. CQFD. Envolons-nous vers l'Égypte. Selon Alexander Bonn, un spécialiste qui pense que les pyramides étaient des centrales nucléaires, ce visage serait symétrique avec une précision au tiers de millimètre. Ce qu'il ne s'explique pas. Là vous pouvez voir des blocs trop super lourds. C'est complètement la folie. Selon la science officielle, les Égyptiens auraient utilisé des rampes et des palans pour bâtir ces murs. On nous prend vraiment pour des débiles. Des murs construits avec des grosses pierres bien lourdes, comme à Sacsayhuaman. Même si les archéologues dogmatiques veulent nous faire croire que le seul point commun entre ces sites est d'avoir été bâtis par des gens très peu vêtus, en fait il y a tout plein de similitudes trop étranges. Vous ferez vos propres recherches pour savoir lesquelles. En attendant, allons faire un tour du côté de la grande pyramide de Gizeh. On pourrait causer pendant des heures sur la façon de s'y prendre pour bouger et ajuster des blocs si lourds si précisément. Mais voyons ce que nous apprend l'égyptologie dans cette bande dessinée. On aurait utilisé environ 15 000 bonhommes pendant 20 pour bâtir la grande pyramide. On ne sait pas avec quels outils ni comment. On en sait encore moins sur la gestion de ce gigantesque chantier. Il fallait bien nourrir, faire dormir et soigner tous ces messieurs. Car ces pauvres ouvriers ne portaient ni gants ni chaussures de protection. Mais retournons à Puma Pomku car on doit rentabiliser l'achat de notre drone. Pendant que j'interviewais Eric Dantier, un membre de l'équipe a eu l'intuition de mesurer les blocs en forme de hache. Après en avoir mesuré une bonne dizaine, on est tombé sur un qui faisait pile poil 1 mètre de hauteur, ça ne peut pas être un hasard. Oh mon Dieu! Oh my God! Exactement 1 mètre de haut, je vais avoir un orgasme. Bien sûr, les archéologues vont nous expliquer que ça n'a aucune signification, car le mètre n'était pas encore censé exister à cette époque. Mais au fait, comment que c'est-il qu'on a établi le mètre? C'est en l'an de grâce 1795 par rapport à la circonférence méridionale polaire de notre bonne vieille planète, c'est-à-dire par rapport à un gros rond qui fait tout le tour de la Terre et passant par le nord et même le sud. Il y a un gars qui a décidé qu'il fallait diviser ce cercle par 40 millions. Il aurait pu choisir 50 millions ou 60 millions, banane, c'est 40 millions qu'il a choisi le gars. Eh bien, figurez-vous que comme par hasard, si on divisait un méridien par 40 millions, on tombe pile poil sur 1 mètre. Coup de bol énorme. Intéressons-nous au travail du chercheur Quentin Lesbosselet. Me demandez pas pourquoi, mais il s'est amusé à mesurer toutes les portes des églises dans une zone arbitrairement définie à sa convenance. Certaines portes d'entrée faisaient pile 1 mètre de large. D'autres non, mais quand même il y en avait beaucoup. J'ai aussi mesuré les portes des châteaux. Par exemple à Chambord. Et là c'était incroyable, les portes faisaient tout 1 mètre de large, sauf celle qui faisait 90 cm de large. C'est très troublant cette précision, mon laser il en pouvait plus de voir autant de précision. Dans une église à Saint-Nectaire, il y a une fresque qui fait exactement 1 mètre de large. Et en dessous de cette fresque, il y a une pierre qui fait 1 coudé de large. Évidemment, certains vont nous dire que c'est juste un billet de confirmation et que toutes ces mesures sorties de tout contexte n'ont absolument aucun sens. Peut-être bien, mais quand même c'est trop étrange. Revenons à notre problème.
Puisque ce bon vieux maître est relié aux dimensions de la Terre, soit c'est le hasard, soit les pré-Incas ont mesuré la Terre, soit une civilisation mystérieuse inconnue le leur a transmis. Tout ceci est vraiment trop étrange. Retournons en Égypte car il nous reste encore plein de sous des ululeurs à dépenser. Les Égyptiens utilisaient la coudée pour faire leurs mesures. Et la grande pyramide faisait 440 coudées de large sur 280 de haut. Un jour, il y a un gars qui a remarqué que si on divise ces dimensions, ça donne pi. Les égyptologues nous expliquent que les Égyptiens étaient des brels en mathématiques et qu'ils ne pouvaient pas connaître pi et encore moins le nombre d'or. Weba, la chambre haute de la pyramide, c'est un double carré. Et qui dit double carré, dit nombre d'or. Je sais les maths, c'est relou. Mais si moi, qui suis une vraie cruche, j'ai réussi à comprendre ces calculs, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Est-ce que vous pensez vraiment que par un hasard fortuit, les bâtisseurs de la Big Pyramide de Khéops s'ils seraient tombés sur une relation magique entre pi, phi, la coudée et le maître? C'est trop étrange. Sur ce super vieux site de 4500 balais, on peut voir ces espèces de cuves en albâtre. Enfin, ça c'est ce que les dogmatiques de la science officielle ils veulent nous faire croire, parce que moi je trouve que ça ressemble quand même vachement beaucoup à des espèces d'engrenages mystérieux. Surtout il y a ces trous-là qui sont trop étranges. C'est sûr que c'était un truc mécanique, et sûrement pas religieux comme veulent nous le faire croire les archéologues officiels de la science officielle, qui sont dogmatiques. À propos de trucs trop étranges, il y a ce machin-là. Le truc, il fait 60 cm de diamètre. On l'a découvert dans la tombe d'un prince. Le prince Sabu. C'est pour ça qu'on l'a appelé le disque de Sabu. Si un prince a décidé de se faire enterrer avec ce bidule, c'est sûrement que ce bidule avait une très grande valeur pour lui. Les méchants archéologues dogmatiques y disent que c'est sans doute un bibelot religieux. N'importe nawak, moi ça me fait penser à une turbine Tesla. Mais il y a encore plus extraordinaire que cette turbine Tesla de l'Antiquité. Un machin incroyable découvert dans l'épave d'un bateau. La machine denticitaire, on l'a découverte lors des fouilles du naufrage d'un bateau, vers 50 avant que le petit Jésus n'arrive sur Terre. L'inspecteur des règles de Solar Price vient à Athènes dans les années 50 pour examiner cet objet trop étrange. Un jour, il va en faire des radios et il va découvrir 30 roues dentées. Cette machine sert à représenter le ciel à un moment précis. Elle prend en compte toutes les planètes. C'est une représentation miniature du système solaire. Pour fabriquer un tel machin, il fallait savoir que la Terre n'était pas plate et que les planètes tournaient autour du Soleil. La société Hublot a décidé de reproduire ce mécanisme. Quand j'ai entendu parler de cet engin, j'ai cru à une blague. Pour moi, il était impossible qu'on puisse fabriquer un truc comme ça à l'Antiquité. Je suis allé voir sur place, et puis en fait, j'ai compris que c'était possible. Comme quoi, quand on connaît pas un sujet, mieux vaut s'abstenir de faire des commentaires.
Pour construire cette machine, il fallait être super doué en maths. Le gars, il a sûrement pas dessiné ça sur un coin de table. Il a dû réfléchir beaucoup. Tout ça est très compliqué, très précis, très mystérieux. Ce que les gens de Hublot n'osent pas dire face caméra parce qu'ils ont évidemment peur de la réaction des archéologues dogmatiques, c'est que pour fabriquer une telle machine, il faut un savoir trop immense. Vous croyez vraiment que des gens aussi peu vêtus pouvaient être aussi intelligents? Au bas, regardez, comme de par hasard en Grèce, il y a aussi des murs avec des gros blocs. Vous pensez vraiment qu'il puisse s'agir d'une simple coïncidence? Allez, on est encore large sur le budget, direction la Turquie. Göbekli Tepe a été découvert dans les années 90 par des gars qui promenaient leurs moutons. Des bergers quoi, c'est le temple le plus ancien qu'on connaît. Au cœur des enceintes, il y a 2 grands piliers qui sont entourés par un mur avec d'autres piliers plus petits. Les grands piliers y font 2,50 m et pèsent dans les 16 tonnes. Les gens à cette époque, ils savaient même pas faire un simple vase à la con. Ils étaient vraiment très nuls. Ils passaient leur journée à faire la cueillette. Et ce sont ces nigauds qui auraient réussi à élever des piliers comme ça? Selon la frise chronologique de l'histoire officielle, ce temple a été bâti avant la civilisation. Ça colle pas. Ça faisait une éternité que je voulais interroger Graham Hancock, un chercheur de vérité indépendant mondialement célèbre de façon internationale. C'est un truc monstrueux, beaucoup plus gros que Stonehenge. Il y a 11 500 ans, ce machin sort de nulle part, soudain, comme ça, bam. Les gars du coin, c'étaient des cueilleurs. Ramasser une fleur, c'est autre chose que de lever une grosse pierre de 16 tonnes. Où aurait-il appris à faire ça? Est-ce qu'ils se sont réveillés un jour comme ça, et bam, ils savaient construire des temples en pierre comme par magie? Sur un des piliers, on voit dessiner des paniers, alors que l'agriculture avait même pas encore apparu sur la planète. Ça colle pas du tout avec la frise chronologique officielle des historiens de la science officielle. Il s'est passé un truc, c'est pas possible autrement. Mais qui leur a appris tout ça? Pour moi, c'est évident qu'il y a des individus qui sont viandus et qui l'ont partagé leur technologie avec les cueilleurs de pâquerettes. Sur les piliers de Göbekli Tepe, il y a des traces de mains sculptées. Eh bien, figure-toi que les statues de l'île de Pâques ont également des mains. Ça peut pas être le hasard, ça, mon gars. Sur les piliers de Göbekli Tepe, il y a également la lettre H de gravée. Et comme de par hasard, les blocs de Tiahuanaco sont en forme de H. N'hésite pas à acheter mon livre si tu veux en savoir plus sur les choses extraordinairement mystérieuses que j'ai découvertes dans mes enquêtes. Comme le démontre de façon très convaincante Graham, tout plein de sites de notre planète sont mystérieusement liés entre eux. Dans les années 60, le Français Francis Mazière mettait en avant un lien entre l'île de Pâques, le Pérou et l'Égypte. D'après lui, ces 3 sites se trouvaient alignés sur un équateur magnétique de la planète. Dans mon précédent film, La révélation des trucs pointus, mon informateur secret dont je ne prononcerai pas le nom avait également mis en avant cette théorie. Prenons un peu de recul pour admirer cet équateur incliné. Depuis l'île de Pâques, penchons-nous à 30 degrés, puis traçons une bonne grosse ligne d'à peine 300 km de large. Tous les sites que coupe cette ligne y sont alignés, c'est trop étrange. Elle passe par le plateau de Nazca, le Machu Picchu, Ollantaytambo, Cusco et plein d'autres lieux trop étranges du Pérou. Ensuite, plus rien en Amérique. Désolé les Mayas, vous êtes pas assez trop étranges. Après, le premier truc que j'ai trouvé, c'est les grottes de Tassilinadjé en Algérie. Et là, oh mon Dieu, on passe au-dessus des pyramides de Gizeh. Puis Petra. Khajuraho en Inde. Ah mince, ça passe pas par mes grottes magiques de Barabar, j'aurais dû tripler l'épaisseur de ma ligne. Après on arrive à Angkor Wat de justesse.
Et on revient à l'île de Pâques. Bon, les dates de tous ces sites, on s'en fout, ce qui compte c'est qu'ils soient sur mon équateur incliné. Intéressons-nous à la distance entre l'île de Pâques et Gizeh. Cela nous donne 10 000 fois le nombre d'or. Ce qui peut se traduire par un quart de tour de la Terre multiplié par le nombre d'or. Ça sonne plus impressionnant. Jusqu'en 2012, Google Earth donnait 16 179 km de distance entre nos deux lieux magiques. Mais maintenant il indique 16 168 km. Les ingénieurs de Google ont sans doute subi le lobbying des méchants archéologues. Mais bon, on n'est pas à 20 km près franchement. Si on prend les deux sommets les plus élevés de l'île de Pâques et le centre du cratère Ranokao, on peut former un triangle presque isocèle. Comment est-ce possible? Est-ce que les anciens bâtisseurs auraient fabriqué ces volcans? J'ai demandé à un géologue qui souhaite rester anonyme. Il m'a confié que tout cela était vraiment trop étrange. Le gars, il a remarqué que tous les points de l'équateur bancal se trouvent environ très précisément sur des jonctions de l'écorce terrestre. C'est-à-dire là où ça bouge le plus quand il y a un tremblement de terre. Pourquoi les anciens ont-ils construit des machins là où ça a le plus de chances de s'effondrer? Le pôle nord de l'équateur de travers ne se trouve pas n'importe où. Il se situe sur le meilleur pays du monde, le Canada. Tout ça fait partie d'un système numérique géant propulsé par le mouvement de précession de l'axe de la Terre. Ce système est basé sur le nombre 72. Ça t'épate ça mon grand, hein? Selon le chercheur Lynn S. Stewart, les sites de l'équateur incliné auraient été choisis pour des raisons médicales. Nous voilà désormais à Angkor Wat, au Cambodge. En voyant ces images, vous pensez sans doute que ça n'a pas grand-chose à voir avec les autres sites. C'est justement ça qui est trop étrange. Mathieu Lavabo et George Marver ont mis en évidence des rapports trop étranges entre le site de Gizeh et la constellation d'Orion. Il y a 7 étoiles dans Orion, mais si on n'en prend que 3, ça correspond pile poil au nombre des 3 pyramides de Gizeh. C'est fabuleux. Pourquoi que les mystérieux anciens bâtisseurs étaient-ils obsédés par le mouvement des étoiles et la précession des équinoxes? Juste quand mon cerveau commençait à saturer à force de me poser trop plein de questions trop étranges, on me fit parvenir les résultats de Barabar. Car pendant que je faisais du tourisme à Angkor Wat, mes sous-fifres se prenaient la tête à essayer de comprendre le mode d'emploi de notre tout nouveau scanner 3D. Ce gadget est vraiment trop cool. Grâce à ces scans, on peut voir que ces grottes sont taillées avec une extrême précision. Pourquoi tant de précision?
Pourquoi qu'ils ont fait des grottes de ces formes-là précisément? Ce qui est vraiment, vraiment trop étrange ici, c'est l'écho. Le son se propage de façon vraiment particulière que ça peut pas n'être le hasard, non. Des tests démontrent que certaines fréquences font vibrer certaines parties de l'organisme. J'ai moi-même essayé ces vibrations et j'ai pas été déçu du voyage. Les résultats de nos tests au sonomètre sont trop surprenants. Ça résonne précisément plus ou moins sur des multiples de 200 Hz. 200 Hz. 400 Hz. 600 Hz. 800 Hz. 1000 Hz. 'Mais est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire? Les gars qui ont fabriqué ces grottes, ils voulaient qu'elles résonnent très précisément de cette façon. Faut vraiment être aveugle pour continuer de penser que ça peut être dû au hasard. C'est clair que tout ça est le vestige d'un savoir high-tech oublié. L'histoire officielle s'est complètement plantée dans le rôle des temples du passé. Toute cette énergie dépensée, toute cette précision trop précise, tous ces nombres magiques, ça a évidemment un but précis. Je récapitule pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Il y a des sites anciens trop étranges partout sur la planète, on sait absolument rien sur les techniques de construction utilisées, les gars ils faisaient attention aux pierres qu'ils utilisaient, il y a des bâtiments inachevés, des trucs super précis, l'orientation stellaire de certains sites. L'apparition soudaine d'un grand savoir, avant la date de la civilisation, des grottes avec beaucoup d'écho, le nombre d'or cachés dans la géométrie des sites, le mètre caché dans la coudée, l'équateur incliné des sites placés sur des ondes sismiques, des écrits sacrés qui parlent de civilisations mystérieuses. C'est évident que tout ça c'est pas le hasard. La conclusion de tous ces faits mis bout à bout, c'est qu'il a existé une civilisation mystérieuse très avancée qui a disparu à cause d'un cataclysme. Et cette super civilisation nous a laissé un message que j'ai réussi à découvrir. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est écrit « Le premier animal ressemble à un lion, le second à un jeune taureau, le troisième a comme la face d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. » Sur cette carte du tarot de Marseille, on retrouve ces trois animaux et un ange. Il est en réalité question des constellations, évidemment. Le mot « apocalypse » ne signifie pas « fin du monde », mais « révélation de connaissances ». Les anciens bâtisseurs nous ont laissé un message caché sous forme de jeu. Car le jeu est la meilleure de façon d'enseigner. La vérité vraie est discrètement cachée là sous nos yeux. Mais ce message n'est visible qu'à ceux qui ont l'esprit ouvert, les adorateurs de la science officielle n'ont aucune chance de le remarquer. La chambre haute de la Grande Pyramide recèle le trésor laissé par les anciens, le double carré. Tout le savoir des anciens y est inscrit. J'ai également découvert que la gamme du 432 Hz était gravée dans la résonance de cette pièce. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Pour finir, je vous cite ce passage du Nouveau Testament sorti de tout contexte, « S'ils se taisent, les pierres crieront ». C'est évidemment une référence au site de Göbekli Tepe. L'hypothèse d'une mystérieuse civilisation disparue dérange l'esprit étriqué des archéologues dogmatiques de la science officielle. Les chercheurs indépendants tels que moi apporteront au monde la vraie vérité. Balancez à la poubelle tout ce qu'on vous a appris à l'école.
L'histoire est écrite par les vainqueurs. À votre tour d'aller enquêter sur place et de faire vos propres recherches. Réveillez-vous. Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You've come to journey's end. Sleep now and dream of the ones who came before. They are calling from across a distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away. Safe in my arms, you're only sleeping. What can you see on the horizon? Why do the white gulls call? Across the sea, a pale moon rises. The ships have come to carry you home. Dawn will turn to silver glass. Incroyable, n'est-ce pas?